Je vous avais dit que dans le courant du second semestre, j'essaierai d'utiliser le maximum de sources possibles pour que vous voyiez dans le cadre de cette typologie, donc des différents types de sources, comment elles peuvent être exploitées. Nous avons étudié avant-hier deux plans architecturaux, hier plus exactement, deux plans architecturaux de mosquées du IXe siècle de notre ère. Aujourd'hui, je vous propose de rester dans la même époque, mais de passer de l'Orient à l'Occident. Autrement dit, nous allons nous plonger dans l'Occident carolingien, et dans cette période, j'aimerais bien étudier avec vous des miniatures qui se trouvent dans deux manuscrits. Alors, avant de commencer, je voudrais vous montrer la ligne du temps que j'ai construite tout à l'heure. Je me suis limité évidemment au 8e siècle et au 9e siècle. Alors, en 768, Charles, qui n'est pas encore Charlemagne, devient roi des Francs. Il succède à son père, Pépin le Bref, qui était roi des Francs depuis 751. Son père est le premier roi carolingien, il appartient donc à la famille des Pépini. C'est le début d'une dynastie qui succède, après 250 ans, à la dynastie des Mérovingiens. De 768 jusqu'à 814 se déroule donc le règne de celui qu'on appellera plus tard Charlemagne, c'est-à-dire Charles le Grand, puisque Magnus en latin veut dire grand. En 800, il se fait couronner empereur à Rome et devient empereur. Il renoue ainsi, empereur d'Occident, il renoue ainsi avec une tradition qui s'était arrêtée en 476 après Jésus-Christ. C'était la fin de l'Empire romain d'Occident. Parallèlement, il y a toujours un empire romain d'Orient. À cette époque-là, c'est même une impératrice, l'impératrice Irène. L'empire carolingien va tenir jusqu'au Xe siècle. En Allemagne, à la fin du IXe siècle et au début du Xe siècle, on assiste à la conclusion de cette dynastie carolingienne qui va être remplacée à partir de 961 par une nouvelle dynastie qui est la dynastie des Ottoniens, avec Othon Ier, Othon le Grand. En France, c'est-à-dire dans la Francie occidentale, il faut attendre plus tard, encore un quart de siècle, 987, pour que la dynastie carolingienne s'éteigne définitivement au profit d'une nouvelle dynastie qui est celle des Capétiens. C'est donc en 987 que Hugues Capet inaugure une dynastie qui va tenir très longtemps, puisque cette dynastie a disparu, tenez-vous bien, en 1848, lorsque le roi Louis-Philippe Ier, le beau-père de notre roi Léopold Ier, a été détrôné lors de la Révolution de février qui instaure la Seconde République en France. Voilà. Ça, c'est le cadre très général. Alors, plus précisément, ici, je vous ai noté quelques dates qui me semblent importantes pour l'histoire politique. 814, mort de Charlemagne. C'est donc le moment où monte sur le trône son fils Louis le Pieux, qui va donc régner de 814 à 940. Louis le Pieux lui-même a de grosses difficultés avec ses fils. Il en a trois. Il y a tout d'abord Lothaire, l'aîné, qui deviendra empereur. Il a ensuite Louis qui régnera sur la Francie orientale, autrement dit la Germanie. Et enfin,
un fils d'un autre mariage, qui est Charles, appelé aussi Charles le Chauve, qui régnera sur la Francie occidentale, en gros la France, pour faire ça. Voilà. Et après la mort de Louis Pieux, les deux frères cadets, c'est-à-dire Charles et Louis, se mettent d'accord en 842. Ces deux fils prêtent les serments de Strasbourg, où ils se jurent fidélité mutuellement, et chacun des deux rois, à savoir Charles et Louis, prête le serment dans la langue de son frère, des territoires attribués aux frères. C'est ainsi que Charles le Chauve, qui se trouve à la tête de la Francie, de la partie occidentale de l'Empire, va prêter serment en vieux germanique, donc dans l'ancêtre d'allemand, tandis que Louis, que l'on va appeler Louis germanique, qui va régner en Francie orientale, prononce ce serment dans la langue de l'armée de son frère, c'est-à-dire en francique, en vieux français. Ce sont les témoignages les plus anciens que l'on possède pour la langue française. L'année suivante, le frère aîné, pas content du tout que ces deux cadets aient magouillé sur son dos, eh bien, rentre, je dirais, dans le jeu, et un traité est signé cette fois entre les trois frères, donc entre le frère aîné qui avait été évincé l'année précédente dans les serments de Strasbourg, et les deux frères cadets, et c'est la signature du fameux traité de Verdun. Vous voyez que tout ça, ça se situe dans la même région. Verdun, c'est en Lorraine, Strasbourg, c'est l'Alsace actuelle. C'est la région centrale, en fait, de l'Empire carolingien, tout simplement. C'est pour ça que là, c'est là que tout se décide. Je ne vais pas aller plus loin, puisque c'est tout à fait en dehors de mon sujet aujourd'hui. Si je vous ai cité toutes ces dates d'histoire politique, c'est parce qu'elles encadrent la composition des deux manuscrits que nous allons étudier aujourd'hui. À savoir, d'une part, les notices astronomiques qui ont été composées entre 809 et 818, donc de part et d'autre du décès de Charlemagne, et d'autre part, le psautier d'Utrecht. Alors, le psautier d'Utrecht, on sait qu'il a été rédigé entre 816 et 835, qui sont les dates de règne d'un abbé. C'est les règles du pontificat d'un abbé. Voilà. Alors, les notices astronomiques, il s'agit donc d'un manuscrit qui se trouve à la Bibliothèque nationale d'Autriche à Vienne. Quant au psautier d'Utrecht, je suppose qu'il se trouve à Utrecht, sinon on ne l'appellerait pas comme ça, mais il a été composé à Salzbourg. Salzbourg, ça se trouve en Autriche. Voilà. C'est des choses élémentaires que vous devez savoir. Quels sont les auteurs des notices astronomiques? Eh bien, il s'agit d'un personnage qui s'appelle Hygin, qui est un Romain, et d'un Grec. Ce qui pose évidemment des problèmes de datation du contenu. Ces manuscrits, en fait, ce sont des copies très luxueuses de manuscrits antérieurs. Autrement dit, toutes les enluminures que l'on trouve dans ces manuscrits reflètent-elles la réalité de leur époque ou celle d'époques antérieures? Ça va pour la caméra? Entendez. Voilà. Donc il y a un problème de critique historique qui se pose avant d'étudier le contenu. C'est pas parce que vous avez un manuscrit du IXe siècle que tout ce qui se trouve dans le manuscrit concerne l'époque, évidemment, de l'époque du manuscrit. Dans les notices astronomiques, et nous allons étudier un feuillet des notices astronomiques, il est question de la vie quotidienne à la campagne de paysans. Maintenant, la grosse question sera de savoir si
les paysans représentés, ou plutôt la vie qui est représentée des paysans est celle des paysans du début du IXe siècle, c'est-à-dire de l'époque de Charlemagne, ou si au contraire, puisque je vous ai dit que l'auteur est un auteur romain, qui vit à l'époque d'Auguste, tenez-vous bien, donc 1er siècle après Jésus-Christ, donc s'agit-il de la vie de paysans romains ou de la vie de paysans du Moyen-Âge? Question. Très difficile à savoir. Même chose quand je vous parlerai du psautier d'Utrecht. Je vous ai dit quand il était composé, comme l'autre manuscrit dans la première moitié du IXe siècle. Vous allez y trouver des scènes de la vie agricole et vous allez y trouver également des scènes de la vie militaire. Même question, est-ce que ça reflète la vie quotidienne et des événements militaires de l'époque de l'auteur du psautier d'Utrecht ou des auteurs du psautier d'Utrecht, ou s'agit-il d'événements antérieurs, par exemple, qui concernent les grandes invasions, et peut-être pas du tout les invasions des Normands qui débutent à la fin du 8e siècle et qui se poursuivent durant tout le 9e siècle. Voilà. Donc, problème de critique historique majeur. Parce qu'il faut quand même savoir, hein, quand on étudie le contenu d'œuvres d'art, ben, quelle époque elle reflète, bien entendu. Ceci étant dit, je vais vous faire une petite introduction maintenant sur ce que c'est que, ou ce que sont les enluminures. Et puis après, on va étudier les manuscrits eux-mêmes. Alors, je commence tout d'abord. Donc, première partie, le grand A, les enluminures. Donc, il s'agit ici uniquement d'introduire mon sujet. Parce que mon sujet sera celui de un sujet de critique historique. Les enluminures. Petit 1, définition. Alors, vous avez déjà entendu parler évidemment de ce terme, enluminure. Dans enluminure, vous avez une racine qui est lumen, qui veut dire la lumière. Donc, les enluminures sont là pour illuminer le manuscrit, pour l'éclairer. Il y a un autre mot qu'on utilise en français pour éclairer, illustrer. Illustrer, c'est mettre de la lumière. Voilà. Alors, c'est dans un premier temps illustré d'un point de vue matériel, visuellement, mais c'est aussi éclairé sur le plan intellectuel. Vous savez que les enfants comprennent mieux quand il y a des images. Mais donc, ce n'est pas simplement un phénomène d'ordre esthétique, ça peut être également un phénomène d'ordre intellectuel. Les images, ça sert à comprendre aussi. Bon. Il y a un autre mot qu'on utilise, qui est le mot miniature. Vous notez hein, tout ça. Miniature. Contrairement à ce que vous pourriez penser, suite à des bévues ou à une bévue de mauvais latinistes du XVIIe siècle, c'est-à-dire de l'époque de Molière, de Racine, etc., eh bien le mot miniature ne vient pas de mini, petit. Donc le mot miniature ne veut pas dire simplement illustration petite, comme on pourrait le penser a priori, hein, suivant le bon sens. Non. Miniature vient d'un mot qui est minium. M-I, je l'écris ici, minium. Donc rien à voir avec mini, minium. Alors le minium, c'est quoi? C'est de l'oxyde de plomb qui a une couleur rouge et que l'on utilisait pour colorier les initiales au début d'un paragraphe ou au début d'un chapitre. Je crois vous avoir d'ailleurs déjà dit, dans un cours antérieur, que le mot rubrique vient du mot rubere en latin qui veut dire rouge. Donc miniature n'a rien à voir avec la dimension des illustrations, ça a à voir tout simplement avec un minéral, tout simplement, qui était oxydé, le minium. Voilà. Ça, c'est pour les définitions.
Les deux termes sont synonymes, en fait. Enluminure ou miniature, c'est la même chose. Ça va? Bon. Alors, petit 2 maintenant, après avoir vu cet aspect terminologique qui permet un peu de recadrer mon propos, il y a maintenant l'usage que l'on peut faire des miniatures. En quoi les miniatures sont tellement intéressantes pour un historien, et pas seulement pour un historien, mais aussi pour un professeur d'histoire qui travaille avec des élèves. Alors, contenu. Eh bien, dans les miniatures, on trouve des renseignements concernant d'abord la vie quotidienne. Donc vous mettez tout d'abord renseignements, informations sur la vie économique et sociale. Concernant la vie économique et sociale, on va le voir aujourd'hui, à travers justement la vie agricole, la vie des paysans. On y trouve des renseignements d'ordre politique. En effet, vous trouvez dans certains manuscrits des figurations de rois, de suzerains, et ça nous intéresse parce que non seulement on voit quels sont les personnages qui entourent ces suzerains, mais il y a également toute une série de gestes, et ça je voudrais vraiment insister là-dessus, toute une série de gestes qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne sont pas naturels. Ces gestes sont codifiés, ils appartiennent à une culture particulière, à une société donnée, et des gestes que nous croyons tout à fait habituels dans notre vie quotidienne, eh bien vous savez que rien n'est naturel. Tous vos gestes sont culturels. La meilleure preuve, c'est que si vous allez dans une autre région du monde et que vous tendez la main à quelqu'un pour lui dire bonjour, il va se demander ce qui se passe. Alors pour nous, c'est devenu tout à fait naturel. On voit quelqu'un, on lui serre la main. Ça a une explication culturelle, bien entendu, on serre la main pour montrer qu'on n'a pas d'arme dans la main. C'est ça l'origine de la poignée de main. Hein? Vous savez très bien que suivant que vous êtes en Belgique ou que vous êtes en France, on donne un nombre pair ou impair de bisous. Si vous êtes en Belgique, hein, c'est 2 ou 3. Si vous êtes en France ou dans les pays latins, c'est 2 ou c'est 4. Donc vous voyez que rien n'est. Et les gens vont être surpris, hein, vous allez à Paris, ils en donnent 2, et puis vous êtes comme ça. Ils demandent ce qui se passe, quoi. Ben oui, vous voulez donner le 3e, parce que chez nous, c'est 1 ou 3. Donc vous voyez que rien n'est naturel. On a appris, et c'est devenu tellement évident qu'on ne se pose plus aucune question à ce sujet-là. Et c'est comme ça pour tout. La manière dont on mange, le fait d'avoir la fourchette à gauche, le couteau à droite, etc. On dit, ben oui, c'est parce qu'on voilà, on est gaucher, droitier, c'est les droitiers qui dominent, donc c'est pour ça que le couteau est à droite, parce qu'on a plus de force. C'est pas vrai. Tout ça, ce sont des règles qui ont été codifiées dans nos sociétés. Hein, pour vous, ça vous paraît évident lorsque vous devez vous moucher d'utiliser un mouchoir, c'est pas évident partout. Voilà. Tout est comme ça. Il y a un très beau livre de Norbert Elias, un sociologue, qui s'appelle La civilisation des mœurs à ce sujet. Donc je vous ai parlé de la vie économique et sociale, je vous ai parlé de la vie politique, sans compter que les couleurs ont de l'importance également. Pour nous, mais là aussi, vous savez que on se marie en blanc dans nos sociétés. Si vous êtes au Japon, je crois que c'est en rouge, si mes souvenirs sont bons. Suivant la région où vous vous trouvez dans le monde, vous ne vous mariez pas dans la même couleur. De la même manière, les choix des couleurs ont évolué à travers le temps. Donc ce n'est pas seulement lié à une société, c'est lié également à l'époque dans laquelle on vit. Le rouge, le bleu, le vert ont des significations bien précises. Quand le roi est habillé en rouge ou quand il est habillé en bleu, eh bien, ça signifie quelque chose par rapport à sa volonté de faire quelque chose, ou par rapport à son désir, ou par rapport à la place qu'il occupe réellement à ce moment-là. Alors vous savez bien, quand on dit vert, c'est l'espoir, etc. Enfin, il y a des couleurs aussi, hein, des petites chansonnettes comme ça. Donc,
quand on se plonge dans un manuscrit, il faut se dire on fait un voyage ailleurs dans le temps, ailleurs dans l'espace, et donc il ne faut pas plaquer nos réalités. Donc, vie économique et sociale, vie politique, vie religieuse, bien entendu, parce que suivant que, de nouveau, les gestes, suivant que vous êtes comme ça, suivant que vous êtes comme ça, je vais vous montrer ça dans les livres tout à l'heure, eh bien tout ça a une signification. Alors la vie militaire, enfin tous les aspects de la vie. Bon, alors 3 maintenant, et c'est ce que j'ai d'ailleurs commencé à faire d'ailleurs depuis 5 minutes, c'est qu'il y a l'interprétation. Alors quand on fait l'interprétation de dessin, de peinture, ici en l'occurrence d'enluminure, eh bien il faut d'abord savoir, c'est la question d'ailleurs qu'on posait hier à propos des mosquées, qui en est le commanditaire. Le commanditaire, c'est-à-dire soit le mécène, qui paye un artisan, un artiste, ou qui commande, enfin. Est-ce que c'est l'abbé d'une abbaye? Est-ce que c'est un roi? Que sais-je? Il faut connaître le commanditaire. Parce que la connaissance du ou des commanditaires permet évidemment d'identifier l'intention de l'artiste. Ensuite, je vous ai dit qu'il faut pouvoir décoder. Décoder en fonction des critères qui étaient utilisés à l'époque pour signifier telle ou telle chose. Il faut pouvoir décoder également en fonction des éléments spatiaux et temporels. Et tout cela évolue, rien n'est stable. Vous savez que l'historien, contrairement aux sociologues, ne cherche pas à établir des régularités, mais cherche à étudier plutôt les singularités. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin dans cette introduction sur les enluminures, et maintenant je vous propose de passer à l'étude de ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Y a-t-il des questions à ce sujet-ci? Non? D'accord. Alors, on va passer B maintenant. Donc, à l'analyse des documents. Il ne m'apparaît pas nécessaire de revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suppose que vous avez noté les éléments de critique qui se posent concernant la réalité décrite, qui n'est peut-être pas contemporaine de la composition des manuscrits. Renotez-le si vous ne l'avez pas noté tout à l'heure. Aspect critique. Et 2, maintenant, on va passer à l'analyse. Puisqu'il s'agit d'un cours de didactique, il faut penser évidemment aux objectifs que vous avez en entamant ce type d'exercice avec des élèves, mais vous devez également penser aux feuilles élèves, aux documents que vous allez leur donner de telle manière que l'exercice soit efficace. Alors, vous allez voir qu'on va, dans un premier temps, étudier 2 documents concernant la vie agricole. Ces 2 documents concernant la vie agricole sont tirés des 2 manuscrits dont je vous parle. Autrement dit, d'une part, des notices astronomiques pour le tout premier. Vous avez une sorte de calendrier, vous voyez, mois par mois, l'activité des paysans pendant l'année. Et vous avez, à la page qui suit, également des activités agricoles, mais qui, elles, sont tirées du psautier d'Utrecht. Et enfin, dans un deuxième temps, on va étudier les activités militaires, et ces activités militaires, elles sont tirées du psautier d'Utrecht. Ça va? Bon. Donc, en fait, les activités agricoles, on les trouve dans ces 2 manuscrits, tandis que les activités militaires, on les trouve que dans le psautier d'Utrecht. Comme ça, il faut que ce soit clair. Alors, on va commencer tout d'abord par petit a, les activités agricoles.
Alors, ce qui, moi, me paraît le plus efficace, parce que je ne vais pas écrire tout le tableau, bien sûr, c'est peut-être d'établir, sur les documents élèves, un tableau de cet ordre-ci, et vous pourriez mettre en ordonnée les 9 mois de l'année qui sont mentionnés. Il y a 9 mois de l'année, on est bien d'accord, hein, ça part d'avril et ça va jusqu'en décembre. Donc ici, hein, il faudrait qu'il y ait une graduation, et que cette graduation correspond donc au mois de l'année. Et ici, vous pourriez mettre les observations, ou plutôt les élèves devraient indiquer les observations qu'ils trouvent pour chacun des mois de l'année. Donc, vous auriez un tableau de cet ordre-ci, etc. Ici, on pourrait mettre les vêtements. Ici, on pourrait mettre les outils. Ici, on pourrait mettre, on va voir ça dans un instant, hein, je réfléchis un petit peu, les animaux, les produits de la terre, etc. On va analyser ensemble et on va peut-être trouver encore d'autres rubriques. Voilà. Est-ce que c'est clair? Non. Ici, la ligne des ordonnées, abscisse. Voilà. Et donc, les élèves devraient remplir chacune des cases. Donc, ici, on mettrait... Enfin, on peut aller dans le sens que vous voulez, on peut parler de partir d'avril vers décembre, enfin peu importe, hein, c'est pas ça qui est tellement important. Le tout, c'est que les élèves notent dans chacune des cases des observations. Alors, on va prendre le premier document que je vous propose. Je vous ai dit que c'est tiré, vous vous souvenez, des notices astronomiques. Donc, première moitié du 9e siècle de notre ère. Vous avez des mois qui apparaissent. Ici c'est donc avril. Aprilis. Mai, c'est Maius, mai. Puis vous avez juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Évidemment, ce sont des abréviations qui viennent du latin. Mais je crois que pour des élèves, ça ne posera aucun problème parce que ce sont quasiment... C'est tellement proche du français qu'il ne faut pas avoir fait du latin pour identifier les mois. Les 3 premiers mois de l'année ne sont pas là. Bon. Je vous ai dit qu'il s'agirait donc de remplir chacune des cases avec les élèves. Alors, je vais vous interroger, je crois que c'est le plus simple. Alors, on va d'abord faire tout ce qui concerne les vêtements. Et donc, vous allez remplir dans vos cases, là devant vous, hein, tout ce qui concerne les vêtements ici. Ça va? Alors, on va dans quel sens? Moi, ça m'est égal, hein, on peut partir avril, ben, on va partir dans ce sens. Donc, ce sera avril, mai, juin, etc. Hein? Donc, vous en faites 9 plutôt, et de l'autre côté, vous faites au moins 4 colonnes. On aura peut-être plus. Alors, on va commencer par les vêtements. Je vais peut-être demander à Sam quels sont les vêtements que l'on trouve pour les 9 mois. Alors, dis-moi où on trouve tel type de vêtements, dans quel mois, puis tel autre type de vêtements dans un autre mois, etc. Alors. Certains mois, ils ont des vêtements plus grands, plus larges, comme des... Oui, donc toi tu pars directement au mois de mai, par exemple, je pense. Au mois de mai, ici, oui. La même chose au mois de juillet. Ici. Septembre. Oui. Et novembre, on serait 2. Là, c'est peut-être moins sûr, mais il y en a au moins 3. Donc vous mettez qu'à certains mois, il y a des vêtements qui sont effectivement très amples, donc des tuniques larges.
Il y a d'autres mois où, en revanche, Sam, on a des tuniques qui paraissent même serrées. Alors, oui, mais serrées parce qu'il y a une ceinture, c'est ça que je veux dire. Même si on ne voit pas la ceinture, on voit qu'au niveau de la taille, on a serré. Donc, il y a le mois d'avril, il y a le mois de juin, le mois d'août, oui. Ici, il y a les deux. Parce qu'il y a dans le vêtement, on voit également que c'est la taille. Ici, ça ne paraît pas serré, mais ça paraît en tout cas le même. Voilà. Et ces deux-ci, au moins celui-là, ça paraît serré aussi. Bon. Donc ça, c'est des choses que les élèves peuvent découvrir très facilement, me semble-t-il. Il suffit d'avoir le sens de l'observation. Bon. Évidemment, on peut s'interroger pourquoi certains mois, les vêtements sont amples. Est-ce que c'est lié au climat? C'est pas pour... Ah, voilà. Alors, c'est où qu'on trouve ça? Au mois de mai. Ah, au mois de mai, non. Parce que là, il tient en fait une sorte de bouquet de fleurs, et là, c'est une sorte de tresse. Non. C'est où qu'il sert? Oui, au mois de septembre. Oui, c'est au mois de septembre. Hein. Donc là, effectivement, on peut imaginer que c'est le fameux geste du semeur qui prend donc dans sa cape, si je puis dire. Ah, c'est ce qu'on trouvait pas dans les Larousse, mais c'était dans quel... Bon, les Larousse, je crois que c'est le pissenlit. Il y avait en tout cas des dictionnaires où on trouvait le geste du semeur. Il me semble, je ne sais plus même. Bon. Ok. Alors, pour les vêtements, y a-t-il encore d'autres choses à dire? Parce que vous vous intéressez seulement au tissu, mais est-ce qu'on est seulement habillé par du tissu? Ça, on continue avec ça. On voit qu'au mois de juillet, il est pieds nus. Ah, voilà, très intéressant. Vous voyez, là, comme tout de suite, on est attiré par le costume, si je puis dire, voilà, par les textiles. Donc, il y a ici, on voit qu'il est à pieds nus, ici, on voit qu'il y a des choses. Qui ne sont pas d'ailleurs par tous les mêmes. Regarde, ici, c'est un pied sur deux, un et n'a rien. Ici, il y a des choses, il y a une chose, de l'autre côté, pieds nus. Ben, pas tout à fait, parce que tu vas regarder qu'avec ce pied-là, il est censé écraser le raisin pour en faire du vin. Donc, effectivement, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de choses. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres éléments de type vestimentaire à noter? Toujours ça, hein? Je ne suis pas septembre, au mois de septembre, on dirait peut-être qu'il y a quelque chose sur la tête aussi. Non, il n'a. Mais ceci dit, c'est vrai qu'on pourrait. Il y a une information, c'est pas les vêtements, on devrait le mettre juste à côté des vêtements, c'est la coiffure. On voit qu'à certains endroits, en toute hypothèse, partout, il n'y a pas des cheveux longs. Hein, ils ne sont pas comme Jésus-Christ, je vois. Ils ont tous des cheveux qui finalement sont pratiquement semblables à la mode actuelle. Enfin, il n'y a rien qui frappe, hein, ils n'ont pas des cheveux longs. Hein. Certains ont des cheveux blonds et d'autres des cheveux noirs ou bruns. Apparemment ici c'est des cheveux bouclés, mais ça c'est pas spécialement dû, je dirais, à une mode quelconque, c'est simplement dû à l'implantation des cheveux, c'est génétique ça, hein, donc on ne doit pas en tirer de conclusion. Bon. Voilà, on a parlé des vêtements, on va parler maintenant des outils. Alors là c'est Robert qui va intervenir. Des outils, je dis bien. Les outils, je vois le premier au mois de juin, donc on dirait Oui. une charrue. Alors, effectivement, est-ce que c'est une charrue? Est-ce que je suis sûr que c'est une charrue? Quand il y a une charrue, il faut qu'il y ait des roues et il faut qu'il y ait un socle qui retourne la terre. On ne voit pas entièrement l'instrument. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne voit pas de roue. Donc, ça veut dire que c'est un arère. Ah oui, voilà. Ça, il faut le faire remarquer à vos élèves. Vous savez que l'arère ne fait que creuser un sillon qui n'est pas très profond, à l'inverse de la charrue qui va retourner profondément la terre et donc l'oxygéner. Et donc vous aurez effectivement des rendements supérieurs à partir du moment où on va utiliser la charrue. Très très important ça. Alors comment les bœufs là, même s'ils apparaissent plutôt par leur taille comme des chiens, mais enfin ce ne sont évidemment pas des chiens, ils sont des bœufs, comment sont-ils, comment tirent-ils justement cette arère? Alors on dirait qu'effectivement ici il semble qu'il y ait un collier, apparemment, un collier, hein. Étymologiquement un collier c'est ce qui se trouve autour du cou, hein, c'est pas obligatoirement un objet de parure comme vous savez, et le problème si
s'agit de colliers, ça risque de les étouffer, donc de ralentir les rendements, parce qu'ils vont se fatiguer beaucoup plus vite. Donc vous savez que c'est le collier d'épaule, c'est-à-dire quand vous tirez avec vos épaules pour éviter que le cou ne soit complètement coincé et ne puisse pas permettre aux animaux de reprendre régulièrement de l'air. Oui. Alors, il y a un instrument aussi, même s'il est secondaire, c'est quand même le bâton qui tient ici pour les asticoter. Ça va? Pour les faire avancer. Il y a un bâton aussi. Alors, continue, Robert. Au mois de juillet, on a reçu une faux. Une faux, très bien, oui. Au mois d'août, une serpe. Oui, une serpe ou une faucille, c'est la même chose. Ensuite, on a des outils, je dirais, au mois de novembre directement. Oui. Avant, au mois de novembre, on a une corde. Oui, en fait, c'est un bâton. C'est un bâton, parce que ça part de là. Regarde, ça part pas de là. Regarde, ça commence ici déjà. Donc, c'est un bâton pour pousser le cochon. Et au mois de décembre, c'est quoi? Et au mois de décembre, je dirais, une dague. Oui, c'est carrément un couteau pour... Ok. Alors, ici, il s'agit d'un entonnoir. Alors, il presse en fait le raisin dans un entonnoir. Évidemment, le jus sort par ici et tombe dans une cuve. Ça va couler dans une cuve. Alors, à partir de là, bon, on est dans la description. On ne va pas encore dire en fait à quoi ça sert et interpréter. On en est dans la pure description. Alors, on va passer, parce que j'ai indiqué ici, les animaux. On en a parlé, il y a des bœufs et il y a un porc. Les produits. Alors, on va passer à Quentin, les produits. Alors, on commence par avril, bien entendu. D'un côté, il tient une gerbe de blé, et ceci, c'est quoi? C'est un arbre fruitier. Ben, c'est le même que là, figurez-vous. C'est une vigne, oui, ou un arbre fruitier, tu as raison, c'est pas obligatoirement une vigne. Ça, c'est une vigne, ça c'est sûr. Ça peut être un, oui, effectivement. Alors ici, ben, on voit des fleurs, ici une tresse. Alors, ah oui, ici c'est quoi? Ben, c'est de l'herbe. En fait, qu'est-ce qu'il fait le paysan avec sa fauche? Il a fauché. Bon, on verra juste après quelle est l'activité. Mais alors, au mois d'août, c'est quoi le produit? Bon, là, c'est plus de l'herbe. C'est du blé. Parce qu'on voit qu'il y a des épis ici, avec du grain, puisqu'il est avec sa serpe. D'accord? Alors ici, c'est de nouveau des grains, donc blé, seigle, avoine, épeautre, le sais-je. Ici, ben, le raisin ou le vin, et ici, c'est la viande. La viande, un produit. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on va évidemment s'interroger maintenant sur les activités et voir aussi quelles sont les activités manquantes. Parce que vous savez, quand on fait l'histoire et qu'on fait de la critique historique, on n'étudie pas seulement le document pour ce qu'il contient, on étudie le document pour voir également quels sont les non-dits, les absences. Et les absences sont parfois plus importantes que ce qui apparaît clairement, que ce qui est explicite. Alors, on va d'abord voir activités, je dirais, céréalières. Elles apparaissent dans quelle case? Pour quel mois? Alors, ça apparaît céréalière, déjà en juin. Avril aussi. Attends, commence. Alors, tu dis avril. Il tient du foin. Ah non, c'est pas des céréales. Non, je n'ai pas dit que c'était du foin. Ça peut être une gerbe de blé, ça c'est possible. Oui. Ben oui, alors gerbe de blé, ça veut dire. Comment est-ce qu'on peut déjà récolter du blé en avril? Donc il faut se poser toutes les questions. Première question, on se pose la question. Je pense. Alors, au mois de juin,
manifestement, on est en train de labourer la terre. Donc, c'est la période du labour. Alors, on laboure quoi, d'après vous? Quel type de terre? Vous vous souvenez, on avait vu l'assolement biennal et triennal. Donc, ben oui, ce sont les terres qui ont été en jachère l'année qui précède, bien entendu. Ici, à l'époque carolingienne, c'est de l'assolement biennal, hein, c'est pas triennal. Hein. Triennal, ça serait 12e, 13e siècle. Alors, donc on laboure les terres qui ont été en jachère. Au mois de... Alors on continue, ce qui est nouveau, céréalier. Alors là, vous voyez qu'on est en train de récolter. Il n'est pas possible, évidemment, que l'on récolte sur des terres qui ont été labourées 2 mois après. Et d'autant plus qu'on voit quoi ici? On est en train de semer. Donc on sème ici sur les terres qui ont été labourées en juin. Donc on sème, vous notez ça, hein, parce que les élèves, vous pourriez dire, ah ben voilà, on est avec un jeu de cartes, est-ce que vous êtes sûr que les cartes sont pas mal placées? Parce que logiquement, un élève, il ne va pas comprendre, il dit 1 on fait ça, 2 on fait ça, 3 on fait ça. Logiquement, c'est 1, 2, 3. Mais les élèves, ils ne savent pas que c'est un assolement biennal. Alors, ils ne vont pas comprendre, évidemment. Et donc, c'est pas possible de récolter, de faire la moisson avant de semer, logiquement, parce qu'alors il faudrait labourer entre les deux. Hein, il y a quand même un ordre logique. Donc ici, on est en train de récolter, quoi ça? Oui, du blé. Mais c'est évidemment pas le résultat du labour du mois de juin, donc ça n'a rien avec la jachère. Donc ça veut dire que... C'est l'autre, donc. Et vous savez qu'on va semer en automne ce qui va être récolté l'année qui suit. Donc ça a été semé en fait l'année qui précède. Ou au début du mois, ou éventuellement au mois de mars. Mais alors ça a dû être labouré avant. Donc vous voyez, c'est intéressant pour savoir si on est dans un système biennal ou triennal, au niveau de l'assolement. Bon. Remarquez la différence ici. Une faux, ici une faucille. Si on a une faux, c'est parce que là, on fait en large un mouvement très ample. Donc, le mouvement très ample, on ne le fait évidemment pas pour le grain, qui est une denrée extrêmement précieuse, où là, on doit garder tous les grains. Ils sont très très précieux, donc on fait ça justement pour les herbes hautes. Et comment on appelle cette activité par rapport à celle-là? Celle-là, c'est la moisson. Ici, ça s'appelle la fenaison, exactement. Quand on coupe le foin, c'est la fenaison. Donc, et que fait-on? Quel sera l'usage, évidemment, des herbes coupées? Pour le bétail. Ce sera pour nourrir le bétail à quel moment? En hiver. En hiver, bien entendu, puisqu'en été, ça n'aurait pas de sens. Hein? Autant carrément les mettre dedans. Hein? Ça va? Donc ça, ce sont des réserves pour l'hiver. Et ici, au moment de la moisson, vous voyez qu'on ne coupe pas au niveau du sol, on coupe pratiquement juste en dessous de l'épi, ou en tout cas un tiers par rapport au sol. Et pourquoi, d'après vous? Pour la fertilisation du sol par après. Non, c'est d'abord pour ne perdre aucun grain, parce que si vous coupez en dessous, ben, il y a des tas de grains qui risquent de tomber. Hein. C'est grain mûr, en tout cas. Donc, ce n'est pas mûr, c'est autre chose. Hein. Mais pour une autre raison aussi. Qu'est-ce que vous avez dit là? Pour permettre une refertilisation du sol. Non, non, parce que ce soit le bétail qui pourrait être mangé. Ben oui, parce que le bétail, pendant l'été, alors là, pas pendant l'hiver, pendant l'été, il peut aller brouter évidemment ce qui reste ici. Mais ça peut servir également pour quoi? Ah, pour faire des. Pour repiquer, donc, enfin. Non, enfin, vous voyez ce que je dis? Non, c'est que j'utilisais. Mais là, ici c'est du foin, et ici c'est ce qui va rester sur pied, c'est de la paille. C'est pas la même chose, hein. La paille, c'est un tube, hein. Vous savez ce que c'est qu'une paille, tandis que le foin, ben, c'est des herbes séchées. Quoi. Comment? C'est pour la chaux. Éventuellement, pour mettre sur le toit, éventuellement, après, ça servira comme chaume pour le toit des maisons, tout à fait. Ou tout simplement comme litière. Il ne faut pas oublier que pour le bétail, le bétail, on ne le met pas par terre, on le met surtout en hiver, sur de la paille. Et eux-mêmes, ils donnent sans doute aussi sur de la paille.
hein. Donc il faut bien distinguer ce qui relève de l'alimentation et ce qui relève, je dirais, ben, du confort élémentaire des gens de cette époque-là, ou des animaux. Hein, voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Bon, ça c'est tous activités céréalières. Donc on a vu 1, 2, oui, enfin, en tout cas ces trois-là, sans aucun doute. Alors, là et là, en tout cas là certainement, on est dans une activité qui est plus céréalière, c'est donc la viticulture. Donc on était dans l'agriculture et ici la viticulture. Donc on est donc dans la gestion de ces vignes. Ici, on est là, ça suppose qu'il y a de l'élevage, là c'est aussi de l'élevage. Regardez un petit peu la couleur de ce cochon. C'est un cochon sauvage, non? C'est pas cochon, au Moyen-Âge, les cochons étaient tous noirs. Oui, Il faut savoir que les cochons roses, c'est le résultat d'une sélection. Donc en fait, ce sont vraiment des cochons, ce n'est pas des sangliers. Ça ressemble à un sanglier, mais c'est en fait un cochon. Hein, c'est un cochon. Alors ici, on le pousse avec un bâton, mais vous voyez que c'est sur 2 mois différents. Donc en fait, c'est le même cochon, mais on aurait dû le faire présenter 2 fois. La première fois, on le pousse avec je dirais un bâton. On le pousse à la glandée. Et vous savez ce que c'est que la glandée? On va dans le bois, et ben, autant utiliser tout ce qui se trouve dans le bois, hein, ça coûte moins cher évidemment que d'envoyer les cochons à manger les derniers grains qui se trouvent dans les champs. Hein. Et alors là, ben, c'est je dirais la fin du cochon, puisqu'il a fait son temps, si je puis dire. Il s'est nourri, et alors la viande soit va être consommée pendant l'hiver, décembre, janvier, février, mars, ce sont des mois difficiles, hein, c'est des mois d'hiver, ou bien on va le fumer, on va en faire des salaisons, hein, il va être pendu, hein, vous savez, vous avez déjà été en Ardennes ou quoi, le jambon d'Ardennes, hein, ben, voilà, on coupe, et alors on le laisse fumer, et puis une fois qu'il est fumé, il peut être conservé beaucoup plus longtemps, évidemment, hein, ça s'aperçoit, surtout du bord. Oui. C'était souvent là, au mois de décembre qu'ils abattaient les cochons. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Pour en avoir pendant l'hiver. Mais oui, parce que pendant l'hiver, si tu veux, bon, il y a évidemment le grain qui a été stocké, je suis bien d'accord, mais les mois les plus où on mange plutôt de la viande, c'est le moment où on a besoin d'avoir plus de calories et tout, parce que bon, il fait froid, on a besoin de se chauffer, donc c'est à ce moment-là qu'on mange plutôt de la... C'est très rare qu'on mange de la viande, hein, ceci dit, parce que le cochon, il ne faut pas croire qu'ils en ont 36. Hein. Ça va? Bon, on peut passer au... Ah, il y a encore une petite chose que je voulais vous montrer, regardez ici. C'est quoi ces lignes? Les sillons. Ben oui, ce sont les sillons, hein. On a la boucle à ce moment-là, il y a donc bien des sillons. Voilà, il y a moyen de changer d'image? J'ai encore combien de temps? 13 minutes. Ah, d'accord. Voilà, s'il y avait moyen de... Oui, comme ça c'est bon, c'est parfait. Alors, ici, nous ne sommes plus dans les notices astronomiques, nous sommes dans le psautier d'Utrecht. Ce sont aussi les activités agricoles. Alors, de nouveau, vous avez l'arrêt. Ce n'est pas une charrue, on est bien d'accord. Hein? On voit que c'est un homme qui est en train d'enfoncer un poutre dans le sol, il avance, il tient le timon, hein, fermement, et là, on ne voit pas très bien comment les bœufs sont attachés, parce qu'on ne voit pas de collier, voilà. En tout cas, ça part là, et puis on ne sait pas très bien comment ils tiennent. C'est possible qu'ils accrochaient par la queue, parce que déjà sur le premier dessin, on dirait. Sur l'autre. Oui, mais non, non, parce que ça n'avancerait pas. Non, non, ah non, là, quand même, il y a des limites. Non, ce ne serait pas efficace du tout. Non, non. Bon, alors, ici, je demande à Norman, la deuxième image, c'est quoi? Ben, regardez bien, c'est nouveau des vignes, bien entendu. Alors, vous remarquez qu'il y a 2 étapes. La première, qu'est-ce qu'il fait? Il est debout, il a le torse, il est courbé, comme ça, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il est en train de tailler. Il taille la partie supérieure. Il taille ici, tandis qu'ici, regardez comment il est en train
de prendre les grappes comment? Mais de bas en haut. Donc on taille de haut en bas et on recueille les grappes de bas en haut, dans l'autre sens. Vous voyez? Ici. Alors, ici, c'est quoi? Normal. Ici. Il est en train de semer, c'est l'éternel geste du semeur. Ici. Là, il récolte. Alors là, de nouveau, avec des cercles, avec des faucilles, hein, et vous voyez que ce n'est pas au ras du sol, que c'est toujours à mi-hauteur que l'on coupe. Alors tout à fait en dessous, toujours Norman. La vendange. Alors tout à fait, ce sont les vendanges. Hein. On voit bien ici les ceps de vigne, on voit qu'il y a des cuves, ici on voit une cuve, on voit des cuves ici. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un mur d'enceinte. Et ce mur d'enceinte nous amène à l'image suivante qui va être projetée, qui concerne les activités militaires. C'est un mur d'enceinte, donc de protection, qui correspond tout à fait au mur d'enceinte que l'on a pour l'époque romaine. Ce n'est pas du tout pour l'époque carolingienne, donc ça ne correspond pas au mur d'enceinte qui servait pour se protéger des Normands, des Vikings à cette époque-là. Je propose de passer à l'image suivante. Alors maintenant, on est dans les activités militaires. Si tu pouvais l'agrandir un petit peu. Merci, c'est très bien. Alors, je proposerai évidemment de faire un tableau similaire. Donc ce serait B ici, activité guerrière. Et vous pourriez faire évidemment un tableau semblable. Alors ici, il s'agirait, sauf qu'ici il n'y a pas de mois, mais vous pourriez avoir un tableau avec plusieurs colonnes, hein, vous seriez avec vos élèves, et vous pourriez indiquer d'un côté armes défensives, armes offensives, armes défensives, armes offensives, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait encore avoir? Fabrication et entretien. Oui, sauf qu'ici il y a un bateau. Donc on pourrait faire 4 ou 5 colonnes. Hein. Bon, moi ici je vous donne un exemple. Hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous pourriez avoir 4 ou 5 colonnes. Hein. On pourrait mettre là aussi outils. Hein, les outils. Outils et matériel, si vous voulez. Hein, matériel ou autre. Qui comprendrait en cause des matériels. Alors, je vais demander cette fois à Mélanie de me dire où l'on va ranger évidemment les armes qui apparaissent dans la première miniature. Dans quelle colonne? Dans la colonne défensive. Tu es sûr? Ils ont des boucliers. Ah, bouclier, oui. Oui. Mais les autres? Ouais. Les autres sont offensives. Bouclier, c'est défensif, ça fait bien d'accord. Hein? Tu n'attaques pas avec un bouclier, c'est pour te défendre. Tandis qu'un javelot, une hache, une épée et un arc, ça me paraît évident que c'est offensif. Bon, vous le notez, s'il vous plaît? Il y a 4 armes offensives qui apparaissent et un bouclier. Oui, Mélanie, tu voulais parler du deuxième peut-être. Alors vas-y, pour le deuxième, je t'écoute. Oui? Offensif. Offensive, c'est une épée, c'est pour attaquer, oui. Alors, ici, c'est quoi? Je ne sais pas si vous voyez. C'est une épée également, ici. Mélanie? C'est offensif. Offensif, ce sont des javelots, mais... Il y a un bouclier. Donc c'est défensif. Ici, Offensif. offensif, oui. Et vous avez un bateau qu'on pourrait placer, je ne sais pas, ailleurs. Bon. Alors, dans les outils, maintenant, ici, c'est quoi? C'est une meule pour aiguiser, fourbir. Hein, on est bien d'accord. Ici, vous voyez un personnage qui est en train de polir son épée.
Hein, il est en train de polir. Alors, parmi les... Alors là, ce n'est pas des outils, mais enfin ici, il y a en tout cas des moyens de déplacement à bateau. Et ici, vous avez des chevaux. Alors, quelle est la forme de ces chevaux? Oui, ils sont petits. Ce sont des petits chevaux. Oui, vous avez noté? Ah oui, mais si vous ne notez pas, parce que c'est très important. Ah oui, donc ça veut dire quoi? Ça ne correspond pas aux chevaux qui sont décrits au moment des grandes invasions germaniques, où c'est une cavalerie lourde, la cavalerie des Francs. La cavalerie des Mérovingiens, des Carolingiens, etc., c'est une cavalerie lourde. Or ici, vous avez des petits chevaux. Et apparemment, les cavaliers, parce que vous voyez, leurs pieds descendent jusque-là, hein, donc c'est vraiment des petits chevaux, apparemment, il n'y a pas d'étrier. Quant au navire, il y a une proue, mais ce n'est pas, comme vous voyez, il n'a pas la forme d'un dragon, ce n'est pas un dracard. Donc, il ne représente pas des ennemis en train d'attaquer, il représente plutôt des navires, alors soit de l'époque carolingienne, mérovingienne, on n'en sait rien, on n'en sait rien. Je vous dis, on connaît la date de composition du manuscrit, maintenant, quant à savoir de quand ça date. Alors, ce qui est sûr, par contre, autant je vous ai dit que l'enceinte c'est une enceinte romaine, hein, dans le sautier d'Utrecht, là, juste avant. Regardez ici, ce sont des grandes épées, et ces grandes épées, regardez ces grandes épées, ce sont des épées germaniques, hein. Les Romains n'avaient pas des épées comme ça. Le gladius, c'est une petite épée, hein, c'est une petite épée, hein. Les Romains, ils ne se battaient pas avec des trucs gigantesques, hein. Vous avez déjà vu ça dans les films, c'est Moyen-Âge. Donc vous mettez que c'est la lourde épée germanique qui apparaît. Donc, soit c'est contemporain de l'époque carolingienne, soit ça remonte au plus tôt à l'époque des grandes invasions. Mais en aucun cas, ça ne décrit une réalité romaine. Donc vous voyez qu'à partir de miniatures, il y a moyen de faire pas mal de choses avec les élèves. Me semble-t-il en tout cas. Il y a moyen de faire beaucoup de choses. Bon. Voilà. Alors je regarde si j'ai encore des choses très importantes à vous dire. Oui. Je vous avais dit qu'il faudrait peut-être s'interroger sur les absences, sur les non-dits. Qu'est-ce qui n'est pas représenté? Ici ou partout? Il manquait déjà janvier, février, mars. Oui, mais ça c'est volontairement tout à fait été repris. Les femmes ne sont pas prises. Voilà, génial! Ben oui, il n'y a qu'un seul sexe qui est représenté. Pour nous, ça paraît tellement évident qu'on ne se pose même plus la question de savoir qu'il y a la moitié du genre humain qui n'est pas représenté. Donc il faut noter, excellente remarque, que les femmes n'apparaissent nulle part. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles avaient quand même des activités, il ne faut pas croire qu'elles dormaient à la maison tous les jours. Hein. Elles avaient des activités considérées comme subalternes par rapport aux hommes. Oui, mais ça peut aussi être des activités de tissage. Donc ça veut dire que les miniatures nous informent également sur la hiérarchie de la considération que l'on avait pour les différentes activités. Donc ça veut dire que les activités de type textile sont déconsidérées. La poterie aussi, éventuellement, c'est déconsidéré. Donc les travaux des champs, les activités guerrières sont évaluées, sont plus importantes. Tout ça doit être mis en évidence par les élèves eux-mêmes, en fait. Pas par le professeur, mais par les élèves, bien sûr. On voit pas de vieux. Ah, voilà, bien entendu aussi, mais ce sont évidemment des activités de type professionnel, donc y avait-il seulement des vieux à cette époque-là? Vous pourriez réfléchir avec vos élèves et les faire réfléchir là-dessus. Jusqu'à quel âge vit-on à cette époque-là? Pour voir l'espérance de vie. L'espérance de vie. 40 ans. Ouf, oui, c'est 30, 35 ans. Hein, l'espérance de vie, 30 ans. Hein? Donc, il n'y a pas de vieux, c'est très juste. On ne voit pas d'enfants non plus, on pourrait en voir, hein, finalement, dans les travaux des champs, pourquoi pas? On n'en voit pas. On n'en voit pas. Comment? Aucune figure religieuse. Non plus, mais ça c'est dû au type d'activité présentée ici. Hein. Alors, je vous propose peut-être de voir la bibliographie.
Je vous montre maintenant les ouvrages qui m'ont servi à préparer cette leçon et d'autres qui vous permettraient éventuellement d'aller plus loin. Construire l'histoire, le tome 1 que vous connaissez bien, donc qui concerne la 3e secondaire, vous avez à la page 182 donc la reproduction ici du feuillet des notices astronomiques que je vous ai montré en couleur depuis le mois de janvier. Ensuite, je vous montre l'ouvrage L'Europe au Moyen-Âge, tome 1, où vous trouverez un commentaire concernant les enluminures. Introduction à la codicologie, c'est-à-dire à l'étude des manuscrits de Jacques Lemaire, à Louvain-la-Neuve. Construire l'histoire numéro 2, l'affirmation de l'Occident, à la page 294-297, vous avez tout un commentaire sur la miniature reflet du Moyen-Âge. Dans la série Histoire de l'art, numéro 19, l'art de l'enluminure. Numéro 20, l'art carolingien. Numéro 23, l'art de la miniature en islam. Numéro 27, le plaisir de la couleur pour l'époque postérieure, l'art roman. Un excellent ouvrage fait par un grand médiéviste, Georges Duby, L'Europe au Moyen-Âge, où vous allez trouver, donc c'est édité chez Flammarion, de nombreuses enluminures. Alors, d'Hervé Martin, Mentalité médiévale, 11e, 15e siècle. Alors, à la page 77 et suivante, le chapitre 4 concerne l'analyse des images. Un excellent ouvrage, La raison des gestes dans l'Occident médiéval de Jean-Claude Schmitt chez Gallimard. Vous avez tout un corpus sur des miniatures qui représentent des gestes au Moyen-Âge. Tout un corpus de textes. Et vous avez encore mieux que cela, vous avez alors un chapitre qui concerne les activités agricoles mois par mois. Et vous voyez sur la page de droite toute une série d'initiales, c'est-à-dire les premières lettres d'un texte, de paragraphe, où vous avez des activités agricoles. De Jacques Le Goff, La civilisation d'Occident médiéval, il y a le chapitre des pages 140 et suivantes consacrées au temps au Moyen-Âge et plus particulièrement au temps naturel et temps rural, chez Flammarion. De Pierre Coubert, L'Europe dans sa première croissance, de Charlemagne à l'an 1000, chez Fayard. Il y a tout un chapitre sur le domaine carolingien. Alors, de Jean-Pierre Devroy, professeur à l'ULB, L'économie rurale et la société dans l'Europe franque, tome 1, chez Belin, collection SUP, et vous avez des textes, et justement les documents que nous avons étudiés ici, replacés dans leur contexte, sur les techniques rurales à l'époque carolingienne, 8e, 9e siècle, de Georges Duby, Seigneur et paysan. Il y a tout un article sur le sujet. De Maurice Daumas, Histoire générale des techniques, Presse universitaire de France, vous avez par exemple, page 482-483, des reproductions des techniques agraires. Vous avez également un chapitre sur les forges. Et enfin, sur la guerre au Moyen-Âge, de Philippe Contamine, aux Presses universitaires de France. Vous avez le chapitre 1 qui concerne les guerres à l'époque du Haut Moyen-Âge. Et vous avez donc ces pages 71 et suivantes. Et alors, vous avez tout un chapitre sur les armes offensives et défensives à partir de la page 310. J'ai dit.